Un grand bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel exercice décryptage proposé par Easy Bourse. Décryptage aujourd'hui de quoi? Du rapport de gestion des portefeuilles modèles proposés dans EasyV Gestion Libre, donc le mode de gestion libre qui est proposé avec Nicolas Meusberger, gérant et analyste au sein de la Banque Postale Asset Management et surtout pilote des portefeuilles modèles qui vous sont proposés dans notre contrat avec CNP Assurance. Un grand bonjour à toi, Nicolas. Bonjour Imen. Alors, merci énormément justement d'être présent aujourd'hui pour ce nouvel exercice. Rapidement, on va justement commencer avec un rappel des caractéristiques de la gestion libre EasyV. Ensuite, Nicolas prendra la parole pour vous proposer dans un premier temps sa vision des marchés financiers dans le fonds macroéconomique, ses convictions financières, les principales variations effectuées dans les portefeuilles modèles qui vous sont proposés et les supports utilisés. Donc, tout d'abord, je commence avec les principales caractéristiques de la gestion libre dans EasyV. Alors, des portefeuilles modèles, donc 5 portefeuilles modèles, en fonction d'un profil de risque déterminé, vous sont proposés pour le coup. Et ce sont des portefeuilles qui vous sont destinés à être une aide à la décision d'opération. Donc, c'est notamment des portefeuilles qui vous sont proposés suivant un processus de recherche et de sélection donc des OPC qui sont inscrits dans un univers d'investissement socialement responsable. Voilà, donc au-delà de ça, donc EasyV Gestion Libre, c'est également 4 options. Versement régulier, sécurisation des plus-values, investissement progressif et rachat planifié. Et enfin, 2 garanties, garantie coup dur premium et garantie plancher. Ceci étant dit, je laisse la parole tout de suite à Nicolas. Nicolas, peux-tu nous présenter ta vision des marchés financiers pour ce début d'année? Oui Imen, bien sûr. Tout simplement, je vais essayer de reprendre avec toi la synthèse de notre dernier comité d'investissement qu'on a tenu il y a quelques jours pour ce premier mois de l'année 2023. Alors, les principaux messages clés qu'il faut retenir en ce début d'année, ça reste en fait les principaux messages qu'on avait déjà en fin d'année dernière, donc il y a quelques semaines. Ces sujets sont toujours d'actualité. Le premier d'entre eux, c'est la récession. La récession, c'est quelque chose qui nous occupe depuis presque 18 mois maintenant. Et selon nous, cette récession, elle se profile. Elle ne sera pas d'une ampleur très forte, elle sera plutôt modérée, mais elle sera quand même là. Et elle sera là des 2 côtés de l'Atlantique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Et donc elle devrait, amener un léger ralentissement de croissance, et tous les effets qu'on peut voir autour d'une récession. Encore une fois, on part d'une récession, certes, mais d'une récession qui n'est pas très élevée. Le deuxième message clé, là aussi c'est un sujet, qui nous occupe depuis, 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, c'est le sujet de l'inflation. Cette inflation, pour nous, elle devrait baisser. On pense qu'on a passé le pic de l'inflation. On l'a passé il y a quelques semaines selon nous, mais cette inflation, si on a passé son pic, elle devrait rester assez élevée. Là aussi assez élevée côté zone euro, côté États-Unis, hein, c'est vraiment les 2 moteurs économiques sur lesquels on centre nos analyses, même si on regarde naturellement le Japon, les émergents. Mais cette inflation, elle devrait rester assez élevée aux États-Unis, en zone euro. Pourquoi est-ce qu'elle devrait baisser? Pourquoi est-ce que le pic est passé selon nous? Tout simplement parce que le surplus d'inflation qui a été amené par l'énorme montée, l'énorme hausse du cours des matières premières, ça a amené une espèce de surinflation. Et cette surinflation est en train de se dégonfler. On le voit, les cours du pétrole ont quand même bien réduit, les cours du gaz ont très fortement réduit. Donc ces choses qui amenaient une surinflation sont moins présentes aujourd'hui. Donc on a une inflation cœur qui devrait être amenée à baisser. Et ça, c'est quelque chose qui reste très présent. Une inflation qui baisse, c'est toujours intéressant, surtout quand on vient de vivre les mois qu'on vient de vivre. Mais une inflation qui reste élevée, ça nous amène à notre troisième message clé, c'est celui des politiques monétaires. Que font les banques centrales? Ces banques centrales, selon nous, elles devraient continuer de resserrer leur politique monétaire. Elles devraient continuer d'avoir toujours une vision plus ou moins agressive, hein, sur le marché, hein. Rappelons-nous que dès le début de l'année dernière, dès le début de l'année 2022, c'est la Banque centrale américaine qui avait tiré en premier. Elle avait tiré en premier de manière assez forte et assez rapide. Et c'est la Banque centrale européenne, la BCE,
qui avait pris le relais au cours de l'année 2022. On pense que ce resserrement monétaire devrait continuer en 2023, justement du fait que cette inflation devrait rester assez élevée. Les banques centrales, qu'est-ce qu'elles font? Tout simplement, elles sont obligées de freiner un petit peu la demande pour freiner cette inflation. Et naturellement, elles sont obligées d'avoir des discours et des actions plus ou moins agressives en matière de politique monétaire. Le quatrième message clé, celui-là aussi, il nous occupe depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est le contexte géopolitique, notamment entre la Russie et l'Ukraine, cette guerre qui a été déclarée il y a quasiment presque un an, jour pour jour, qui continue de montrer des zones d'escalade, hein, d'un point de vue militaire. Et ça, c'est quelque chose qui vient apporter beaucoup de volatilité sur les matières premières, mais sur les actifs risqués en général. Également du côté du contexte géopolitique, deux autres aspects. Celui-ci, il est plutôt positif, c'est la politique zéro Covid qui enfin se dessert en Chine, hein, puisque la Chine a compris que cette politique zéro Covid n'était pas très adaptée à son contexte sanitaire, à la façon dont ses services de santé étaient bâtis. Et donc, elle a en quelques semaines seulement déconstruit toute cette politique zéro Covid. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif du point de vue de l'économie, du point de vue des marchés. Enfin, dans une moindre mesure, on en parle un peu moins ces derniers temps, c'est les tensions qui existent toujours, même si elles sont moins fortes, entre la Chine et les États-Unis, notamment autour de Taïwan. Donc voilà les 4 principaux messages clés, vraiment s'il faut les retenir, c'est la récession, l'inflation, la politique monétaire et le contexte géopolitique. Alors, de là, justement, Nicolas, vous avez établi un scénario central pour cette année 2023, donc que vous probabilisez à hauteur à peu près de 60%, pour donner en tout cas une probabilité, et deux scénarios alternatifs. Est-ce que tu veux bien rapidement nous en parler? Oui, bien sûr. Bah, justement, à la lumière de ces principaux messages clés dont on vient de parler, bah, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on prévoit sur les marchés pour les 3 prochains mois? Bah, tout simplement le fait qu'une récession se profile selon nous, eh ben, il vaut mieux être sous-pondéré sur les actifs les plus risqués, hein. Ce sont les actifs qui sont le plus sensibles à cette récession. Donc pour nous, il vaut mieux être sous-pondéré sur ces actifs et avoir une grande sélectivité, que ce soit sur des secteurs, sur des styles de gestion. Donc vraiment aller chercher les secteurs qui seront le moins impactés par cette récession. Il ne faut pas oublier que on reste sur des valorisations, notamment sur le marché d'actions, qui sont plus ou moins élevées. Pourquoi? Parce que au cours de cette année 2022 qui, au global, sera une année de baisse, plus ou moins fortement sur les marchés, notamment sur les marchés d'actions, il y a quand même eu au dernier trimestre de l'année dernière, notamment au cours du mois d'octobre et du mois de novembre, de très beaux rebonds sur les marchés d'actions. Et ça a amené à avoir des marchés qui se sont pas franchement dégonflés d'un point de vue valorisation. Donc, on a là aussi une certaine sélectivité à aller chercher, à aller privilégier les marchés qui sont euh, les mieux valorisés, qui sont les moins chers, parce que c'est ceux qui souffriront le moins en cas de baisse plus ou moins importante sur les marchés. Le deuxième aspect, c'est l'inflation dont on parlait tout à l'heure. Là aussi, ça nous amène à avoir une certaine sélectivité sur les entreprises qui sont le plus à même de préserver leur marge. Donc là aussi, encore une fois, le mot-clé, c'est la sélectivité. Le troisième message clé qui était la politique monétaire qui restera selon nous toujours assez dure, hein, avec des remontées de taux qui devraient continuer en ce premier semestre. Là aussi, ça nous amène à avoir des visions. Alors là, on est plutôt sur la classe d'actifs obligataires, d'être assez prudent. Ces hausses de taux, selon nous, elles vont se traduire par des hausses de taux, notamment de taux longs. Naturellement, qui dit hausse de taux long dit prix de l'obligation qui est en face en baisse. Donc, les obligations, on n'aime toujours pas ça, on en met peu ou pas. Et les rares segments qu'on choisit sur le marché obligataire, c'est les segments les plus courts, ceux qui ont une maturité la plus courte, parce que tout simplement, c'est le segment qui est le moins sensible à des hausses de taux. Enfin, le contexte géopolitique, tout simplement, ça nous amène à avoir un peu plus de vue, là, pour le coup, sur les devises et sur les matières premières. On est sur un dollar qui semble avoir fini son chemin haussier, hein, le dollar qui s'était fortement apprécié. Et également, je parlais des matières premières, tout simplement, le contexte entre la Russie et l'Ukraine, ça amène beaucoup de volatilité sur les matières premières, notamment les matières premières énergétiques,
pétrole et gaz. Et également, par contre, je parlais tout à l'heure, et je vais m'arrêter sur l'aspect assez positif de la réouverture de la Chine. Ça devrait être assez profitable sur certaines matières premières, notamment les métaux industriels, que la Chine dont la Chine est très friande, hein, le cuivre, l'aluminium, tout ce qui va servir, tout ce qui sert dans la fabrication de biens et qui sont généralement fabriqués en très très grande partie en Asie émergente et notamment en Chine. Ça, c'est notre scénario central. Donc, vous voyez que c'est un scénario plutôt prudent. On a tendance donc à rester assez défensif sur le marché d'actions. Il ne faut pas oublier qu'à côté de ce scénario central, qui représente 60% d'un point de vue probabilité, eh bien, il reste un scénario qui, lui, est beaucoup plus négatif, un scénario qui est beaucoup plus positif. À chaque fois, on le redit chaque mois, notre scénario, il est bâti avec un scénario central, celui qui va s'appliquer pour le cœur de nos portefeuilles. Il ne faut pas oublier que le risque, c'est d'avoir tort. Et à côté de ce scénario central, on a les deux ailes, une aile positive, une aile négative. Dans le scénario positif, commençons par le positif, on est en début d'année, soyons positifs. Dans le scénario positif, tout simplement, ça viendrait probablement d'une inflation qui recule beaucoup plus fortement que prévu et qui rejoint des targets qui sont anticipés par les banques centrales. Ça amènerait les banquiers centraux à être beaucoup plus laxiste, beaucoup moins agressif. Et ça, c'est quelque chose qui apporterait une grosse bouffée d'oxygène au marché. Également, dans l'aspect positif, ce serait un dégonflement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On n'y croit pas, en tout cas pas à très court terme. En tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver. Et la géopolitique, c'est parfois très compliqué, très complexe, et c'est des choses qui peuvent se passer très rapidement. À côté de ce scénario assez positif, il y a un scénario beaucoup plus négatif. Là, ça viendrait également, ce serait le paradoxe de ce scénario positif, ce serait une inflation qui resterait élevée, voire même qui pourrait remonter de ci, de là. Ça amènerait les banquiers centraux à faire preuve d'un peu plus de rigueur et d'un peu plus de tonus dans la remontée des taux. Ça, c'est quelque chose qui ne plairait pas beaucoup au marché, c'est quelque chose qui n'est pas anticipé, donc c'est quelque chose qui plairait franchement pas aux investisseurs. Et naturellement, cette inflation élevée, ça obligerait les banquiers centraux à être beaucoup plus agressifs, et ça renforcerait les probabilités d'une récession qui serait peut-être un peu plus forte. Entendu, Nicolas. Et du coup, à la lumière de ce que tu viens de dire, justement, donc voilà, donc ici, on voit l'allocation des portefeuilles conseillers EasyV pour ce mois de janvier. Donc, les 5 portefeuilles en question, le portefeuille prudent, le portefeuille modéré, le portefeuille équilibré, le portefeuille dynamique et le portefeuille audacieux. Et ce qu'on voit par rapport au mois de décembre en particulier, c'est, comme tu l'as évoqué, eu égard à la réouverture de la Chine, un ajustement donc, des actions marché émergents au détriment des actions américaines. Exactement, Imen. C'est important de s'arrêter là-dessus puisque je parlais tout à l'heure qu'on garde un aspect défensif sur les actions. C'est vrai que c'est une vision au global sur les actions. Après, je parlais de sélectivité, c'est peut-être l'occasion de regarder ce que l'on pense et ce qu'on fait dans ces portefeuilles en matière d'allocation géographique. Faisons très simple, on reste négatif pour les 3 prochains mois sur les actions développées, que ce soit les actions de la zone euro, américaine, japonaise. Pour faire vraiment très simple, on reste négatif, on anticipe des performances négatives pour les 3 prochains mois. À côté de ça, il y a les actions émergentes. Sur les actions émergentes, on reste plutôt neutre à positif, et cet optimisme vient notamment de l'Asie émergente et notamment de la Chine, dont on parlait tout à l'heure, où on a vu que la Chine était en train de réouvrir son économie, d'effacer petit à petit cette politique zéro Covid qui est un frein à son économie. Donc on pense qu'à court terme, ça devrait favoriser assez nettement la Chine. Je parle bien de à court terme parce qu'à moyen terme, on pense bien que la Chine n'est pas sortie d'affaires. Il y a d'autres problèmes structurels en Chine. Mais à court terme, ça devrait favoriser la Chine. La Chine représente un très gros poids dans toute l'Asie émergente quand on parle des actions d'Asie émergente, et ça représente quasiment 80% de toutes les actions émergentes au global. C'est pour ça que cet aspect, cette vision positive sur la Chine, ça nous amène à être positif sur l'Asie émergente et sur les marchés émergents au global, qui sont finalement les seuls marchés d'actions sur lesquels on a un peu d'optimisme pour les 3 prochains mois. À côté de ça, il y a tout simplement les marchés obligataires.
Vous ne les voyez pas à l'écran, c'est normal puisque je vous le disais, on les aime pas et dans ces portefeuilles conseillés EasyV, on avait éradiqué les marchés obligataires des portefeuilles il y a déjà quelques mois. C'était plutôt une bonne idée. On continue de ne pas avoir de marché obligataire dans les portefeuilles. Et l'autre classe d'actifs qui reste en portefeuille, c'est les matières premières, notamment les métaux précieux, qu'on a mis là comme une espèce de coussin anti-inflation et qui est une espèce de, là aussi, de protection si le contexte géopolitique devait s'embraser. Et c'est le complément que nous avons en matière d'allocation sur ces portefeuilles. La dernière partie des portefeuilles, c'est plus une résultante du reste, c'est la partie cash. Vous voyez qu'elle est importante dans les portefeuilles, puisque du fait qu'on ait finalement une vision prudente sur les actions, donc on met des actions, mais on n'en met pas tellement. On a eu tendance à les baisser ces derniers mois. Et vous voyez que ce mois-ci, on a eu tendance à faire quelques arbitrages inter-zone géographique. On n'a pas changé le poids sur les actions de la zone euro, on n'a pas changé le poids sur les actions japonaises. On a baissé d'un cran les actions américaines. Et le produit de la vente sur ces actions américaines, on l'a placé sur les actions émergentes. Voilà les principaux mouvements que nous proposions pour ce mois de janvier, en ce début d'année 2023. Petite remarque, Nicolas, sur le marché obligataire, ça peut sembler contrariant par rapport éventuellement à ce que l'on peut voir par ailleurs. Est-ce que c'est l'idée de dire que ce n'est pas le moment pour l'instant de revenir sur le marché obligataire, mais c'est que ça pourrait l'être en cours d'année? C'est plutôt ça? Ça pourrait l'être en cours d'année parce que le rendement devient enfin attrayant. Il ne faut pas oublier qu'on sort de plusieurs années de marché obligataire avec des rendements négatifs. Là, les rendements ont refranchi zéro et certains papiers présentent un rendement qui est assez attrayant. Après, en termes de classe d'actifs et de construction de portefeuille, c'est vrai qu'on n'a pas voulu rentrer ce moteur de performance dans les portefeuilles. Peut-être que ce sera le cas dans les prochains mois, mais aujourd'hui, en construction de portefeuille, parce que quand on fait des prévisions sur chaque classe d'actifs, il ne faut pas oublier que derrière le travail d'allocation, c'est de mixer ces différentes allocations les unes avec les autres pour construire un portefeuille cohérent. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas voulu remettre en portefeuille ces marchés obligataires, mais après, c'est vrai que le rendement devient un peu plus attrayant, notamment sur certains papiers, que ce soit des papiers souverains ou que ce soit des papiers crédits. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est un marché qu'on préférait mettre de côté. On préférait vraiment mettre le moteur de performance de ces portefeuilles EasyV, principalement sur le marché des actions, dans une moindre mesure sur notre allocation sur les matières premières. À présent, si l'on regarde les supports d'investissement, donc on les a donc ici. On voit donc une dizaine de supports d'investissement. En général, on ne va pas au-delà justement donc, de ce nombre-là. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire peut-être sur ces supports, avec peut-être un accent également sur la dimension durable que l'on précisera par la suite. Tout à fait, Imen. Chaque support qu'on voit apparaître à l'écran, c'est vraiment les supports qui sont dans les portefeuilles conseillés. Alors, comme tu le disais, il n'y en a pas une infinité. Le but, c'est vraiment d'avoir des portefeuilles qui présentent nos convictions, que ce soit nos convictions en allocation dont on vient de parler. Et derrière, c'est de traduire cette allocation dans les portefeuilles proposés pour cette offre EasyV. Donc, chacun des fonds qui est ici, que ce soit un fonds LBPAM, un fonds Tocqueville ou un fonds externe, hein, il ne faut pas oublier qu'on est en architecture ouverte dans ce contrat, c'est vraiment de chercher le ou les fonds qui satisfont nos critères financiers et extra-financiers pour chacune de nos briques d'allocation. D'un point de vue sélection, du point de vue financier, on va chercher des gérants qui sont plutôt actifs, qui auront un process de gestion qu'on connaît bien. Donc là aussi, en matière de classes d'actifs, on va mixer des classes d'actifs entre elles. En matière de fonds, on va choisir des fonds qui vont avoir des process qui vont s'imbriquer parfaitement les uns avec les autres et qui seront configurés pour s'adapter aux conditions de marché dont on vient de parler. Ça, c'est pour l'aspect financier. Après, tu le disais, l'aspect extra-financier est très important pour nous, puisque depuis maintenant 3 ans, on met très en avant cette gestion ISR. On a voulu la traduire dans ces portefeuilles EasyV. Et comme tu l'indiques dans ton tableau, on rappelait que chacun des produits ici à des critères ESG, ISR qui sont plus ou moins fortes. On voit la classification SFDR, on voit que tous les produits qui sont mentionnés sont classifiés soit 8, soit 9. On va également un peu plus loin en regardant ce qui est fait du point de vue du label ISR, le label émis selon le cahier des charges de Bercy, le label ISR français. Et on voit ici que ce sont mentionnés certains portefeuilles qui ont ce label ISR. On rappelle également les globes Morningstar pour rappeler ce qui est fait par cette agence de notation Morningstar sur chacun de ces fonds. Voilà, donc du coup, voilà, donc là, on a la présentation donc, des supports d'investissement utilisés dans les allocations de Nicolas.
Voilà pour justement ce décryptage de ce rapport de gestion janvier. C'est un rapport de gestion qui vous est envoyé dans votre espace client, donc à l'intérieur de la mailbox, et qui également est mis en avant justement sur le site easybourse.com. Et nous nous efforcerons avec Nicolas de refaire cet exercice tous les trimestres, de manière justement à rendre compte des évolutions de trimestre en trimestre, même si de toute façon le rapport de gestion vous est envoyé de son côté. Voilà. Merci énormément, Nicolas, pour ton éclairage et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel exercice sur EasyBourse. Au revoir. Merci, Imen.